Allez, on attaque tout de suite un décryptage fascinant. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un affrontement absolument monumental, un événement chargé à bloc de mythologie, le choc ultra brutal entre Kanon et Pollux. On ne parle pas d'une simple bagarre de rue là, c'est une véritable partie d'échecs à la vitesse de la lumière. On va déconstruire tout ça, chaque mouvement tactique et surtout cette fameuse mécanique divine qui se cache derrière. Bref, il est temps de décortiquer un duel qui est juste incroyable. Bon, la grande question qui se pose d'emblée, c'est comment on fait pour vaincre un ennemi qui est, au sens strict du terme, intouchable. C'est le casse-tête qui rend fou Kanon en ce moment. Pollux ne se contente pas d'esquiver les attaques, en fait, il annule carrément l'impact physique de base. C'est un cauchemar sur le champ de bataille. Et pour capter comment notre héros s'y prend pour résoudre ce puzzle infernal, il faut vraiment observer ses toutes premières réactions. Partie 1. Le mystère de Pollux. Alors là, stratégiquement parlant, c'est un truc de dingue. Au lieu de s'armer jusqu'aux dents face à un monstre pareil, Kanon choisit délibérément de se battre sans son écaille, sans aucune armure. On pourrait se dire que c'est de la folie pure, non? Eh bien, pas du tout. Ce n'est pas de l'arrogance, il risque littéralement sa peau pour pousser son corps dans ses ultimes retranchements. Il a tout de suite compris que taper comme un bourrin, ça ne marchera jamais. Du coup, il utilise cette douleur atroce et ce danger de mort comme un scanner pour analyser son adversaire. Il cherche la faille tout simplement. Section 2. L'explication de l'Ayashite. Et cette prise de risque colossale va finir par payer. Faisons une toute petite pause dans l'action pour bien saisir la mécanique derrière tout ça. Kanon se rappelle d'une information en or massif. Vous avez en tête les révélations d'Athéna pendant la guerre sainte? Elle disait « Chacun a maintenu sa conscience après la mort ». Cette phrase, c'est pas juste de la poésie, c'est la règle d'or pour comprendre ce combat. C'est carrément le secret absolu pour affronter ce qui se trouve au-delà du monde des vivants. Et ce fameux secret, c'est l'Arayashiki, le 8e sens. En clair, c'est ce pouvoir complètement divin qui permet de fracasser la frontière stricte entre la vie et la mort. Si on ne capte pas ça, on passe à côté de tout l'enjeu. Pollux, c'est pas juste qu'il est plus rapide, c'est qu'il existe sur un plan totalement différent. Et c'est exactement pour ça qu'il a l'air d'un fantôme. Concrètement, le 8e sens, ça fait quoi? Eh bien, grosso modo, ça donne un ticket d'entrée pour le monde des morts, ça maintient l'esprit éveillé après être passé de l'autre côté, et surtout, ça permet à l'âme de revenir se balader sous forme de spectre. Le truc vicieux, c'est que Pollux détourne ça. De son vivant, il manipule son propre corps pour effacer sa présence physique, donc quand Kanon frappe, il tape littéralement dans un fantôme. Voilà, le mystère élevé. Bon, avoir résolu le puzzle, c'est super, mais ça fait pas gagner le combat pour autant. Kanon pisse le sang de partout à cause de sa petite expérience sans armure, et là, Pollux passe la seconde. Il balance sa technique ultime, le point définitif de Pollux, fils de Zeus, couplé au mythique feu de Saint-Elme. Cette espèce de flamme divine s'abat sur Kanon avec une violence. Ah waouh! Le niveau d'énergie libéré est juste cataclysmique, il le fracasse littéralement au sol. À un doigt de la mort, Kanon finit par éveiller son propre 8e sens et lâche une explosion galactique en pleine face. Mais Pollux encaisse. Comment? En fait, le gars fait de la chirurgie quantique avec son propre corps. Face à l'onde de choc, il écarte ses atomes pour laisser passer la déflagration dans les espaces vides. C'est d'une précision effrayante. La magie opère et l'explosion glisse à travers lui. Désormais, il n'y a plus que les frappes chirurgicalement directes qui peuvent l'égratigner. Partie 3. L'intervention et le refus. Là, ça sent vraiment la fin pour Kanon. Pollux s'apprête à le finir, et boum! Coup de théâtre tactique. Un mur de glace géant surgit de nulle part et bloque l'attaque de justesse. C'est Isaac, le général marin du Kraken, qui fait une entrée fracassante. Attiré par ce pic de cosmos monumental, il débarque pour sauver la mise et propose ni plus ni moins de reprendre le relais d'un combat qui semble complètement perdu d'avance. Et la réaction de Kanon est fascinante. C'est un choc total des mentalités. Isaac, lui, il est super pragmatique. Un allié galère, on le sauve, on prend sa place. Mais Kanon, il est hors de lui. Au lieu de dire merci, il engueule Isaac pour la perte de temps. Il est en mode tunnel absolu sur l'objectif. La consigne, c'est de garder la tête froide et d'aller tout droit jusqu'au temple de Némésis. Le reste, c'est secondaire, même si ça doit lui coûter la vie. Partie 4. Le choix de l'écaille. Kanon envoie balader Isaac et retourne direct au charbon. Il se fait massacrer. Ses 5 sens s'éteignent les uns après les autres dans les ténèbres, et c'est tout au fond du trou que le miracle absolu se produit. L'écaille du dragon des mers, son armure sacrée, s'anime toute seule. Elle vient s'enrouler autour de lui pour le sauver in extremis et prend sa forme mythique la plus pure. C'est un moment ultra symbolique, parce que Kanon a longtemps porté cette armure en tant qu'usurpateur. Mais là, l'écaille le choisit véritablement. Il n'est plus le traître, il est le vrai guerrier, digne de cette puissance divine. Partie 5. La galaxie fantôme. Remis sur pied et blindé de confiance avec son armure, Kanon ne va pas se contenter de faire de la figuration. On passe à la contre-attaque ultime. Il concentre son tout nouveau 8e sens et le fusionne avec la puissance destructrice brute de son explosion galactique. Et ça donne la galaxie fantôme.
Une technique totalement inédite, ultra concentrée, inévitable. C'est la réponse parfaite à l'intangibilité de Pollux. Pollux se prend l'attaque de plein fouet. Au début, il est presque incrédule parce qu'il ne sent rien du tout, sauf qu'il est cloué sur place. Et là, Kanon lui balance la phrase la plus glaciale du monde. « Ne bouge pas si tu veux survivre ». Le point crucial est là. Ce n'est pas un banal rayon laser, c'est une toile d'énergie invisible en suspension. Un véritable champ de mine qui attend le moindre faux mouvement pour se refermer. Mais on parle de Pollux, le mec a un ego divin, il refuse de se soumettre, il insiste pour bouger et tente de contre-attaquer. Et c'est l'erreur fatale. Son corps se met à briller intensément. En bougeant, sa propre structure atomique, celle-là même qu'il utilisait pour tout esquiver, agit comme une éponge et absorbe toute l'énergie destructrice de la galaxie fantôme de l'intérieur. Résultat, il explose littéralement en 1000 morceaux. L'ennemi intouchable est anéanti pour de bon. Section 6. L'éveil de Némésis. Ouf, l'adrénaline redescend enfin après cette exécution stratégique magistrale. Le silence retombe. Mais bon, ne nous réjouissons pas trop vite. C'est vraiment le calme avant la tempête. Très loin de là, au cœur même de son temple, la déesse Némésis finit par ouvrir les yeux. Et elle n'est pas réveillée par le fracas des explosions, non. C'est une mélodie d'une douceur trompeuse qui l'attire du sommeil. Et qui est là pour l'accueillir dans cette ambiance étrangement sereine ? Sorrento de la sirène. Le décor est planté. La vraie menace géante vient tout juste de prendre conscience de son environnement. Kanon a réussi l'impossible. Il a retourné la Rayashiki contre un ennemi intouchable avec une détermination de fer. Mais maintenant que la déesse de la vengeance en personne est éveillée, on est en droit de se demander qu'est-ce qui va bien pouvoir tomber sur la tête de nos survivants ? Les épreuves à venir s'annoncent dantesques. Les enjeux viennent de faire un bond stratosphérique. En tout cas, c'est tout pour ce décryptage tactique. Gardons l'esprit grand ouvert, parce que cette mythologie nous réserve encore des mystères complètement fous à explorer.